Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux encore aujourd'hui pour ce webinaire des entrepreneurs sociaux organisé par l'adresse. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des nouveaux besoins des territoires suite à la crise. Je vais faire une petite présentation de l'adresse puisqu'il y a quelques personnes qui sont nouvelles. L'adresse accompagne les entreprises sociales, le développement d'entreprises sociales sur le territoire. Elle accompagne les porteurs de projets dans le développement d'entreprises, mais elle accompagne aussi les collectivités dans le développement de solutions aux besoins territoriaux. Donc justement, c'est des besoins territoriaux dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, nous aurons 3 témoignages. Un témoignage de Patrick Lepage, donc gérant de l'Abeille, entreprise d'insertion de la région rouennaise, et également trésorier de l'adresse. Nous aurons aussi avec nous Aurélie Signon, de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et également Laure Lehaut, responsable prospection et filière de Caen Normandie Développement. Donc, ces 3 témoignages nous permettront d'avoir des regards croisés sur ce qu'il se passe aujourd'hui suite au Covid et au confinement dans les territoires, et nous permettront d'aller ensuite échanger en petits groupes sur la deuxième partie de ce webinaire. On se retrouvera à la fin pour une conclusion tous ensemble. Donc, je laisse la parole à Patrick pour le premier témoignage. Bonjour à tous. Alors, plutôt qu'un témoignage, ça va juste être une petite contextualisation du sujet qui a été proposé et sur lequel, au sein de l'exécutif, quand on a eu cette proposition, on s'est précipité dessus. On trouvait vraiment l'idée, la demande complètement pertinente à ce moment où le passage du creux de la crise, du moment du pic de la crise, est quand même derrière nous et où on est en phase de construction de la suite, s'interroger sur les besoins des territoires, ça paraît c'est une bonne démarche. Je ne sais pas vous, mais je vois tous les jours un monde d'après dont on a tant parlé pendant le pic, être très proche du monde d'avant. Ce n'est pas nécessairement une grande surprise. Évidemment, tout ça se fait de manière incrémentale. Mais si on veut quand même essayer d'apprendre de cette crise, être à l'écoute des nouveaux besoins qui nécessairement sont en train d'émerger. Il y a eu les masques, il n'y a plus eu les masques, il y a trop de masques maintenant. Enfin voilà, mais il y a d'autres sujets de présence, d'accompagnement. Enfin, c'est là-dessus que c'est vraiment, a priori, vraiment très important de pouvoir écouter l'analyse des territoires qui sont au plus proches des riverains, des administrés et qui donc ont cette présence de terrain qui peut nous contribuer, parmi d'autres acteurs, à identifier des besoins sur lesquels, et si ça pouvait être simplement ça qui sort de la crise, ça serait merveilleux, on pourrait imaginer une évolution des pratiques de partenariat entre les entreprises sociales et les collectivités pour arriver à passer d'un modèle historique, un donneur d'ordre qui prend des décisions et qui qui les transmet à un exécutant, à une entreprise qui les exécute et dont on vérifie la conformité à des clauses techniques, arriver à un modèle qui me semble, enfin en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu entrepreneur, qui me semble vraiment à promouvoir, qui est un modèle où on construit ensemble entre les collectivités locales et les exécutants potentiels, sans garantie évidemment d'attribution derrière, mais et dans un respect du code des marchés évidemment, on arrive à co-construire la réponse pertinente à un besoin du territoire. La mise en œuvre pouvant être un marché public, mais aussi pouvant être simplement de la place laissée à un nouvel acteur du territoire. Et donc, si on arrivait à profiter de ce moment pour arriver à promouvoir ces modèles un peu différents, voilà, ça serait quelque chose de merveilleux au service des besoins des territoires. Et donc, c'est pour ça que c'était vraiment super. Et merci à toutes les deux, Laure et Aurélie, de bien vouloir témoigner sur ce sujet-là. Et juste avant de laisser la parole à Aurélie, un petit rappel sur les différentes missions de l'adresse. Une qui peut être particulièrement utile en ce moment, qui est la fabrique à initiative,
et qui permet à une collectivité de solliciter l'adresse qui va faire une étude pour mettre en place une réponse à un besoin identifié, trouver le modèle économique, est-ce qu'il en existe un ou pas, de quelles aides il y a besoin ou pas pour arriver à ce que tel nouveau service puisse vivre dans un autre modèle que le modèle historique de la collectivité casque, dont on sent bien que ça ne va pas être viable et encore moins dans les années qui viennent. Et donc, comme exemple et comme transition vers Aurélie, un des derniers en date, c'est l'étude qui est actuellement en cours par François sur la filière alimentaire locale pour le Havre Seine-Aglo, qui est un très bon exemple de contribution à un développement d'activités pleines de sens sur la communauté du Havre. Voilà, Aurélie, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais juste mettre la vidéo 30 secondes pour que vous me voyez, mais comme je capte bien, là, voilà. Alors, je me permets, je suis désolée, je recoupe pour que le son soit meilleur, ça sera plus facile. Benoni, vous me dites si le son est pas bon, vous me faites un signe de tête, comme ça je ferai attention. Ça marche. Donc, je rebondis sur ce que disait Patrick il y a quelques instants. En effet, on a lancé avec l'adresse une étude sur la filière alimentaire. Je vais vous redonner un petit peu le paysage de l'ESS au niveau de la communauté urbaine. Donc, on est sur le Havre Seine Métropole, c'est 54 communes au niveau du Havre avec 273 000 habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ESS correspond à 8... pardon, à 8,5% de l'emploi sur notre territoire, donc c'est pas négligeable comme structure employeuse. À l'heure actuelle, on est en train de mener un diagnostic avec la ville du Havre sur l'économie sociale et solidaire pour avoir une meilleure vision des besoins des structures de l'ESS et le rôle qu'elles ont aussi au niveau du territoire. Donc, ce qu'on a pu remarquer au niveau de la crise sanitaire qui vient nous toucher, c'est qu'on a certaines structures qui ont dû interrompre leur activité et d'autres qui ont pu poursuivre leurs actions. Lorsqu'elles ont interrompu l'activité, il y a eu des cellules de suivi qui ont été mises en place, notamment par la ville du Havre, sur leurs compétences et par la communauté urbaine au niveau de l'action. Aurélie, on t'entend très mal. Avec toujours un suivi pour s'assurer de la réduction des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer avec l'adresse notamment. Moi, ce que j'ai remarqué sur... Aurélie? Oui. Oui, on t'entend mal. Ah, est-ce que c'est mieux là ou pas? Vous m'entendez mieux? Non, là, c'est pas Non. mieux. Je vais... Est-ce que... Excusez-nous pour ce petit aléa du direct. Ah mince, je crois qu'elle va se reconnecter dans quelques instants. Est-ce que ça marche? Oui, on t'entend. Oui. C'est mieux là? Oui, ça a l'air d'être bon.
Ok, excusez-moi. Donc, je vous disais, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on a des structures qui s'adaptent assez rapidement au niveau de l'ESS. Je vais vous en citer quelques exemples. Alors, j'en oublie sûrement plein, mais je vous cite quelques exemples que j'ai pu voir. C'est à la fois ODD sur la désinfection des véhicules par rapport à la crise sanitaire. C'est la roue libre sur le fait qu'ils ont travaillé en concertation avec la ville du Havre, notamment sur le coup de pouce vélo qui a été attribué par l'État en disant que le vélo était un geste barrière à mettre en œuvre. C'est toutes les structures qui ont accompagné les personnes fragiles, donc les Restos du Cœur, la Banque alimentaire notamment, les développements des sites internet, de l'informatique avec Web Solidarité, et puis une grande part sur l'alimentation et les épiceries solidaires. Je vois qu'on a autour de la table des personnes qui viennent de Graines en Main, Guy Blancard, pour ne pas le citer. Du coup, ils ont pu bénéficier aussi d'une augmentation des besoins des particuliers qui se sont tournés moins vers la grande distribution, mais plus vers du local et aussi du bio. Donc ça on l'a vu, il faut absolument que les acteurs de l'ESS arrivent à poursuivre cette adaptabilité pardon, et le fait qu'ils puissent continuer à surfer sur la vague des nouvelles pratiques. Il y a toujours un bémol sur ce que disait tout à l'heure Patrick, sur le fait qu'on a toujours les pratiques, pas les bonnes pratiques, mais les pratiques, pardon, des habitudes qui continuent. Et donc, c'est ça qu'il va falloir réussir à faire modifier au fur et à mesure. Juste pour finir sur l'ESS, ce que moi je me notais sur 4 points, donc je ne sais pas si Laure aura la même vision au niveau de Caen. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a à la fois une cohésion sociale et territoriale qui est assurée par l'ESS, avec un modèle de développement qui est vertueux, une valeur ajoutée qui va aussi au bénéfice du territoire. Donc c'est essentiel pour notre collectivité et pour nos territoires de développer l'ESS. On répond aux besoins des habitants avec les politiques publiques et on crée de l'emploi et du développement économique à proximité du territoire. Donc, ça nous permet d'avoir des emplois qui sont non délocalisables. Et ce que je vous disais sur l'adaptabilité, c'est l'agilité des structures de l'ESS. On voit bien que assez rapidement, elles arrivent à s'adapter aux besoins et ça montre aussi leur grande richesse et leur poids dans l'avenir économique du territoire. Voilà, je suis désolée si la communication n'était pas très bonne. Je ne sais pas si vous avez tout entendu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je ne sais pas si Laure peut poursuivre par rapport à Caen. Voilà. Si j'arrive à activer mon micro, ce sera mieux. Ok, bah écoutez, j'enchaîne. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'économie sociale et solidaire, donc excusez-moi si d'avance, hein, si mon discours vous paraît un tout petit peu à côté, n'hésitez pas à me reprendre. Sur Caen-la-Mer, 35 communes, 265 000 habitants, il y a quand même 17 816 emplois, c'est précis, dans les secteurs de l'ESS. Donc l'ESS, en fait, représente 12% des emplois sur Caen-la-Mer. Donc effectivement, c'est un secteur auquel on s'intéresse et qui a beaucoup de poids sur la communauté urbaine. On est à peu près similaire à ce que vous avez décrit, Aurélie, précédemment. Voilà pour le paysage. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que le séminaire était un petit peu orienté sur ce qui va changer pour nous. Ce que l'on voit, c'est, si on parle de relocalisation industrielle, c'est que à aujourd'hui, ça semble être un doux rêve. Il y a une étude qui a été financée par la région et qui a été confiée à la communauté Seine-Eure sur la relocalisation industrielle. Et donc, on interroge tranquillement, filière après filière, pour savoir quelles seraient les activités à relocaliser en France pour ne plus être trop dépendant de la Chine et de l'Inde et pour regagner une certaine souveraineté industrielle, quand même, à le dire le président Macron en ce moment. Si on prend l'exemple aujourd'hui du secteur de la santé et de la pharma en particulier, on a vu avec la crise du Covid que nous n'avions pas de souveraineté en matière de production du médicament, loin de là, et qu'on est très dépendant de la Chine et de l'Inde pour l'importation de nos principes actifs, etc. Donc on se dit, si on doit recréer de l'industrie en France, peut-être qu'il faut réindustrialiser la production de principes actifs. Alors je vous prends un exemple.
pour la réanimation post-anesthésie, on a besoin d'un composé qui s'appelle le propofol. Le propofol, il est entièrement produit en Chine et en Inde et revendu ici en France, et il coûte 5 € par jour au système de santé. Donc, pour chaque réanimation à l'aide de propofol, c'est 5 € jour. Il y a une alternative européenne aujourd'hui qui existe, qui est en Suède. Donc, on se dit, s'il y a une alternative européenne, pourquoi pas en France? Le prix de revient, il est de 75 € jour. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marché en France pour du propofol à 75 € jour. Donc, tout ce qui part de ces envies de relocalisation industrielle passera forcément par une politique européenne forte et surtout un changement au niveau de l'État sur, en ce qui concerne la pharma, le meilleur remboursement des prix ou une politique de santé publique un peu plus généreuse pour le remboursement des molécules. Donc, relocalisation, pas simple, sauf pour niches. Alors, deux niches en ce moment, attention surprise, la production de gel hydroalcoolique, voilà, et la production de masques. Donc, si je veux prospecter sur, voilà, relocaliser des choses aujourd'hui, on a ces deux niches-là, on peut le faire. Bon, après, est-ce que ça va durer dans le temps? C'est pas sûr. Quand on parle de relocalisation, je vous dis parce que moi, je suis responsable de la prospection, on peut aussi, et là, je rebondis sur l'introduction que vous aviez faite, Patrick, se dire que finalement, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'aller flécher une politique de marché public sur des emplois locaux? Et c'est là-dessus qu'on veut aller. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher à réindustrialiser des choses pour lesquelles il n'y a pas de marché en France, la communauté urbaine peut financer par exemple des augmentations de capacité, c'est-à-dire renforcer les sites industriels qui sont déjà là, ou en tout cas renforcer de la commande aux sites qui sont déjà là, puisqu'on voit que les entreprises aujourd'hui, Scalitatic, le FSN, Volet 1, 2, etc., ça c'est très bien, mais les entreprises, elles veulent des clients. Et comme on sait que 70% des PME françaises dépendent de la commande publique, finalement pour nous, le monde d'après, c'est de mener une campagne d'information, d'influence et de lobbying auprès de nos propres services des marchés publics pour finalement renforcer des clauses de préférence locale. Ça, c'est un travail que nous engageons à petits pas, parce qu'en solution en Normande, par exemple, ça arrive beaucoup. Donc, c'est la collectivité, mais aussi les acheteurs des centrales d'achat. Il y a énormément de choses qu'on peut acheter en local plutôt que d'aller acheter ailleurs. Donc, en ce qui nous concerne, quand la mer, la relocalisation industrielle, ça ne va pas passer par prospecter du gel hydroalcoolique, mais plutôt essayer de mieux flécher notre commande publique pour finalement faire grossir ou permettre aux entreprises existantes, quelles qu'elles soient, de mieux vivre. Et on a commencé comme ça. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi pour les conséquences assez directes de cette crise sur les territoires, c'est un changement de vocation pour nos tiers-lieux. On a en Normandie 33 tiers-lieux. On est la région la moins bien dotée après la Corse. Je ne savais pas. Voilà, tout ce qui est pépinière, incubateur, accélérateur, coworking, tous ces tiers-lieux sont finalement pourvoyeurs d'emplois. Mais aujourd'hui, on les flèche vers les freelances, les graphistes, les étudiants, les gens qui cherchent du boulot, ces fameux coworkers. Et on voit que finalement, avec le Covid, il s'est passé deux choses pour nous. La première chose, c'est que les entreprises qui avaient des projets d'extension avant le Covid les ont interrompus. Parce qu'en fait, leurs salariés, ils sortent très bien en télétravail. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que pour certains, les salariés sont très contents d'être en télétravail, mais pas chez eux. C'est-à-dire qu'ils seraient ravis de ne pas aller au boulot, mais ils seraient ravis de ne pas être chez eux. C'était mon cas. Avec un chien, 2 lapins, 2 poules et 2 enfants, ça a été un enfer. Et donc, au final, demain, nos tiers-lieux, nos pépinières d'entreprise, nos incubateurs, nos lieux de coworking, on va les vendre aux RH de nos entreprises pour leur dire de proposer à leurs salariés qui le souhaitent de venir travailler non pas au sein des locaux de l'entreprise, mais dans un tiers-lieu. Ça permet pour ces entreprises et des projets d'agrandissement, des projets d'achat, etc., dont ils n'ont pas besoin. Ça permet finalement à des salariés d'avoir un lieu de travail qui est
souvent plus près de chez eux, hein, plus flexibles, et tout en ne travaillant pas à la maison. Et finalement, pour nous, collectivités, c'est un nouveau modèle économique, puisqu'au lieu d'aller chasser les start-upers, les freelances, on va aller s'adresser à nos entreprises, pour toutes celles qui, déjà qui ont arrêté leur projet d'agrandissement, mais tous ceux qui nous interpellent, hein, sur cette question du télétravail, pour leur proposer d'utiliser nos locaux, les pépinières d'entreprise, pour leurs salariés. Voilà ce qui se passe donc à Caen-la-Mer suite à ces 2 mois de confinement. Super, merci Laure, merci Aurélie, merci Patrick pour ces regards, ces points de vue donc sur la problématique. On voit qu'il y a plusieurs sujets hein, qui ont été mentionnés, la relocalisation industrielle et ses difficultés, comment les collectivités s'adaptent au niveau des modes de travail avec les tiers-lieux et aussi le poids de l'ESS et l'agilité de l'ESS qui est quand même importante à noter. Ce que je vous propose, c'est de continuer ces discussions donc en petits groupes. Je vous envoie une invitation maintenant et on se rejoint à 15h15 pour une conclusion.